Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation à contribuer à la dynamique de la réflexion collective au sein de ce colloque. Même si en définitive, je vous l'ai déjà dit, elle me place un peu dans l'embarras, puisque ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est beaucoup plus en fait un collage, dans le meilleur des cas, je vous laisserai seul juge, une analyse conduite à l'emporte-pièce que j'avais initialement prévu de faire. C'est assez éloigné en fait. J'aurais voulu interroger de manière un peu plus systématique et intelligente le discours sur la professionnalisation tel qu'il s'est déployé, la professionnalisation des enseignants tel qu'il s'est déployé au Québec. C'est un peu ça mon intention initiale. Puis j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc hier soir et ce matin, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Et alors, quand je dis à l'emporte-pièce, du coup, c'est que par moments, à la fois, je vais sortir du contexte québécois, d'une part, puis probablement à d'autres moments, être trop général ou trop manquant de subtilité. Soit. En même temps, c'est marrant, la présentation de Jean-Louis ce matin, on voyait la figure de Marx qui se dessinait en arrière-plan sur la première diapositive. Il y a quelque chose aussi que je restaure d'une certaine manière, une forme de métaphore qui m'est venue ce matin en me disant peut-être que, revenons à la critique de Marx sur le machinisme et le salarial, hein, mais je modifie et j'infléchis un peu, je ne suis pas fidèle à son analyse. Lorsqu'il me discutait de la disparition de l'artisanat et des métiers, en le paraphrasant, j'ai jusqu'à dire de manière un peu provocante que la professionnalisation a produit dans les métiers d'enseignement dont elle s'est imposée une classe de simples manouvriers. Alors, on a un mouvement qui s'est développé au Québec, on a un centre de recherche qui a été créé à partir de 1994 de recherche sur la profession enseignante, et la profession enseignante, elle n'existe pas. C'est quand même pas bien. Donc, j'exagère en disant qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle existe dans certains discours, dans une forme de rhétorique, que je vais qualifier de rhétorique de professionnalisation, mais même si on s'en tenait à la définition que les défendeurs de cette position, comme quoi l'enseignant serait un professionnel, ils mobilisent notamment les définitions usuelles du professionnel de la sociologie fonctionnaliste. Si on reprend cette définition-là, si on regarde les critères, je me demande comment ils ont fait pour considérer qu'on pouvait considérer que les enseignants au travail étaient des professionnels. Donc c'est un peu ça que j'ai en tête. Et donc, il faut aussi savoir que la réflexion que je vous propose aujourd'hui, donc aussi peu nuancée qu'elle puisse être, elle m'est aussi en partie adressée. J'ai travaillé comme chercheur, j'ai commencé comme chercheur en sciences de l'éducation en 1993, dans une période où cette rhétorique-là était en train de s'imposer en Belgique francophone. Et je travaillais comme chercheur dans plusieurs projets financés par le ministère de l'Enseignement supérieur, où d'une certaine manière, j'étais mandaté pour accompagner des équipes de formateurs d'enseignantes au niveau primaire, pour rendre les dispositifs de formation plus professionnalisés. Et professionnalisation, professionnalisant, ça sent bon, ça mobilise. Jean-Marie Barbier dirait que c'est un concept mobilisateur, quelque chose qui lie un état de la situation à un désirable. Et comme chercheur, en herbe, à cette époque-là, professionnel de la recherche, j'ai pas questionné, entre guillemets, les enjeux de ce désirable. Et donc, en fait, cette profession, elle est désirée par qui ? L'émergence de ce discours-là, il est censé cadrer avec quel type de problème ? Qui est embêté par le problème et qui serait éventuellement satisfait de sa résolution. Quand on fait cette analyse-là, ici au Québec, on peut quand même se poser la question de savoir, somme toute, est-ce que les enseignants ont participé à la formulation du problème ? Est-ce qu'ils étaient vraiment dérangés par quelque chose ? Et surtout, est-ce qu'ils ont intérêt à voir cette patente-là débarquer dans leur patte ? Alors ça, c'est un peu rapidement dit. Ce que j'avais en tête, mais je vous le dis, j'aurais voulu l'enraciner donc dans l'analyse de discours politique et de prise de position, ce que je n'ai pas pu faire, donc vous allez devoir vous en tenir à du blabla. Bon. J'irai donc, sans aller jusqu'à provoquer un discours en termes d'aliénation, donc on va rester un peu dans les mêmes métaphores. Donc l'idée est d'avancer. Aux États-Unis, c'est assez documenté. C'est documenté assez rapidement, début des années 90, par un sociologue qui s'appelle David Lavery, dans quelques textes assez merveilleux,
où on aurait presque pu croire que la généalogie chez Foucault, c'est comme une boule de cristal qui permet de prédire certaines choses. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. C'est l'idée qu'en fait, ce discours-là a opéré au détriment des enseignants et au profit des professeurs universitaires, formateurs d'enseignants. En fait, la professionnalisation, c'est il fallait professionnaliser les enseignants, non pas pour répondre à un problème relatif à l'enseignement, mais beaucoup plus pour défendre un statut, enfin acquérir un statut et se faire reconnaître dans l'Académie des sciences. Autrement dit, cette professionnalisation-là aurait opéré au détriment des enseignants et au bénéfice du statut et de la carrière universitaire des professeurs. Ça paraît assez relativement facile à défendre, je crois, en tout cas au regard de la littérature anglo-américaine. L'autre élément, c'était le sens de la question que j'ai formulée tout à l'heure, et c'est là le point de départ d'une forme d'autocritique, c'est après avoir été pris par cet engagement dans du désirable, j'ai commencé à côtoyer du côté des années 2005-2006, hein Frédéric, des psychologues du travail, des ergonomes et d'autres personnes qui en fait m'ont fait voir que les métiers d'enseignement ne correspondaient peut-être pas nécessairement à ce sur quoi moi j'avais travaillé pendant quelques années entre guillemets en étant un zélateur du discours sur la professionnalisation des métiers, d'une part, et en même temps, je faisais un postdoc chez École de Sarre et j'ai commencé à travailler sur l'institutionnalisation du mouvement sur les données probantes. Et c'est en fait là que j'ai eu un véritable électrochoc, parce qu'on retrouvait dans la manière dont ce mouvement s'est institutionnalisé en éducation une rhétorique d'adossement de la pratique à la recherche, ce qui était le point central du développement du discours sur la professionnalisation, mais en même temps ça commençait à s'adosser à d'autres modalités de gouvernance. C'était le sens de la question tout à l'heure. On a commencé à voir apparaître une forme de régulation plus managériale et, entre guillemets, l'introduction du New Public Management dans le domaine de l'éducation. Et puis là, à ce moment-là, ça m'a sauté dans la face. Et individuellement, je me suis dit, mais quel con, à quoi as-tu participé? Puis je renvoie collectivement la question à un certain nombre de collègues, ce qui m'a valu le fait qu'en fait, je me suis désaffilié du centre de recherche dans lequel je participais, parce que j'aurais dit quand même de manière un peu plus polie, je n'aurais pas dit quelle bande de cons nous sommes, mais à un moment donné, j'aurais dit d'une certaine manière, est-ce que ce qu'on a facile à dénoncer maintenant dans des papiers en parlant de prolétarisation du métier, des choses dans ce genre-là, mais est-ce qu'on n'a pas été un peu salaud au point que c'est nous qui avons, d'une certaine manière, contribué à fabriquer cette situation-là? Alors bon, ça c'est les deux éléments, c'est les deux que je vais essayer de m'allier au fur et à mesure, mais vous voyez, j'ai déjà fait, sans avoir fait défiler le diapo. Et donc c'est en partant de là, mais aussi donc en ayant eu la chance de côtoyer des personnes comme Frédéric, mais aussi Dominique, que j'ai croisé déjà par le passé, et tout un certain nombre d'autres personnes qui m'ont aussi appris, enseigné à voir que dans le travail au quotidien, ce n'était pas d'abord que de l'application de connaissances, ce n'était pas que de la résistance au sens strict du terme, que de la mauvaise volonté, mais qu'il y avait de l'intelligence qui se déployait au quotidien. C'est comment on peut réinvestir éventuellement des espaces-temps ou contribuer alors en tant que chercheur. Vous voyez, j'ai une dette du coup, hein, un sentiment de culpabilité qui me contraint à agir dans l'autre direction, si je puis dire. Et donc c'est de réfléchir à des espaces-temps qui permettraient éventuellement à ces métiers, à ces formes d'artisanat, non pas de persister en tant qu'artisanat, c'est pas ça l'intention, mais en tout cas de ne pas disparaître ou de ne pas devenir une profession qui soit complètement imaginarisée et confinée, entre guillemets, par, ici au Québec, un Institut national d'excellence en éducation, par exemple, et les préconisations qu'il nous donnerait en termes de bonne pratique. Et alors, je peux déjà vous donner, j'ai très peu de choses sur ce troisième point de mon exposé, parce que Patricia et Simon ont présenté des choses hier en termes d'analyse du travail des CO, mais en mettant à l'avant-plan cette question de l'advocacy. Puis je ne l'ai pas fait ce matin dans nos discussions, mais on aurait très bien pu mobiliser la notion d'advocacy par rapport au travail que Jean-Louis a présenté ce matin, à savoir que peut-être qu'effectivement
il y aurait, au bénéfice d'une défense de l'artisanat des enseignantes, à penser ces espaces de résistance et de mise en débat du métier, en pensant quand même malgré tout la façon dont ces métiers-là peuvent investir, développer un certain pouvoir, ou en tout cas essayer d'en acquérir une partie, notamment pour essayer de pouvoir réfléchir les modes d'organisation du travail qui pèsent sur eux. Donc voilà globalement, en fait je pourrais arrêter ici. Et on pourrait démarrer une discussion, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part, puisqu'on a été dans les métaphores après Marx, vous connaissez tous Marc Favreau, alors je trouve que l'image, quand un volcan se contemple le nombril, il n'y voit que du feu. Ben, c'est un peu plus poétique que de convoquer Bakhtin et l'inachèvement, et l'extraterritorialité ou l'exotopie. Mais donc c'est aussi cette idée, du coup, que dans cette résistance qui idéalement devrait donc être organisée, pas nécessairement simplement spontanée, je veux dire, peut-être comme chercheur, on pourrait aussi avoir une responsabilité sociale, éventuellement quand on travaille avec les enseignantes, pour contribuer à une organisation de cette résistance, qu'elle ne soit pas une résistance passive, hein, au sens de Pierre, c'est-à-dire que même si on aide les enseignants à l'organiser, on ne l'organise pas à leur place, parce que si on l'organise à leur place, on les met dans des passions tristes, et donc si on les met dans des passions tristes, en fait, on restreint leur pouvoir, leur puissance d'agir, et on ne contribue donc certainement pas à leur augmentation, ou en tout cas à une revitalisation de celle-ci. Mais c'est cette idée donc aussi que je crois que je n'attrape pas la question de la collaboration par rapport à une critique de la professionnalisation. Mais si pour un volcan, les conditions d'existence en tant que volcan, c'est d'être saisi de l'extérieur pour ne pas y voir que du feu, nécessairement ça implique un travail où il va y avoir une altérité qui va être en jeu, une altérité qui est une étrangéité en fait. Donc, ça peut être le chercheur comme Pierre Hédan, ça peut être aussi éventuellement d'investir ces formes de résistance à travers en fait ce qu'on nous propose dans les organisations scolaires à l'heure actuelle, qui sont, pour le moment sont en fait, je pense notamment, je pourrais vous conter une anecdote, à défaut, vous savez, à défaut de fait, on peut y aller par les anecdotes. Hein. Les psychologues sociaux vous diraient que de toute façon, la force d'une anecdote par rapport à un plan expérimental, c'est évident, c'est l'anecdote qui compte, c'est pas le plan expérimental. J'ai un étudiant, d'abord il ne m'appartient pas, je suis le co-directeur de sa thèse, qui essaye de travailler à une clinique avec des enseignants de l'école secondaire qui travaillent dans les classes d'accueil. Et au moment où il essaye de rentrer sur le terrain, va voir un directeur qui essaye de lui expliquer un petit peu ce qu'il envisage de faire avec un petit collectif de travail, des choses dans ce genre. Puis le directeur ne comprend pas trop, puis à un moment donné, il lui lance le mot magique. Ah, mais tu veux faire, c'est comme une cape que tu veux faire. Alors, il déconne un peu, il dit oui, oui. Ah, bah alors, pas de problème, la porte de l'établissement s'ouvre, et David, qui est un étudiant qui apprend très vite, à la recherche d'un deuxième terrain, a tout de suite utilisé le mot magique pour pouvoir accéder à un terrain. Donc, les formes de résistance, d'une certaine manière, c'est aussi peut-être comme chercheur de voir comment on peut aider les acteurs et accompagner les acteurs quant à la manière dont on peut soit braconner sur des formes qui ont tendance à s'institutionnaliser à l'heure actuelle, des communautés d'apprentissage professionnelles, pour ne pas les citer dans les milieux de l'éducation, ou en tout cas éventuellement essayer de les subvertir, puisque dans les communautés d'apprentissage professionnel, le problème essentiel qui y règne, c'est qu'en fait, à la fois, il y a peut-être un avantage, il y a d'autres interlocuteurs que les enseignants, donc dans le cadre d'une question de collaboration, ça peut être intéressant, mais elles sont assujetties, essentiellement ici au Québec, à des impératifs d'amélioration de la réussite, c'est-à-dire à des impératifs d'efficacité. Et donc, comme je l'avais souligné hier, peut-être un enjeu important, justement, dans l'organisation de la résistance, c'est peut-être justement de préserver dans ces espaces, en tout cas d'aménager dans ces espaces, les possibilités, pour reprendre le triptyque efficience, efficacité et sens de la clinique de l'activité, que l'efficience, entre guillemets, ne soit pas mise sur l'autel de l'efficacité. Et donc que le sens du travail ne soit pas évacué.
des préoccupations dans cet espace-là. Alors 5 minutes, alors que j'ai même pas encore présenté mon plan, c'est quand même pas pire, hein. Je vais vraiment arrêter là. Parce que sinon je vais raconter des bêtises. Il me semble que je vous ai dit l'essentiel. C'est là-dessus que je vais terminer. Frédéric, hier, m'a regardé avec un petit sourire en disant tiens, mais est-ce que tu questionnes pas l'usage même, le fait qu'on ait mis au centre de notre colloque la question de la collaboration? Puis c'est là-dessus que je vais terminer. Puisque la collaboration, d'une certaine manière, même si on le thématise dans des recherches scientifiques, on le thématise parce que c'est un mot qui est sorti de la bouche des acteurs. C'est un concept qui véhicule avec lui aussi une charge axiologique relativement importante. En fait, un concept mobilisateur au sens de Jean-Marie Barbier, c'est-à-dire qui opère cette relation entre un état de la réalité et indésirable. Et donc, c'est chaque fois cette idée de récursion qui finira un jour par me paralyser ou autre chose, mais c'est aussi pour la collaboration, donc de penser, en fait, elle apparaît dans quel contexte, c'est quoi le problème qu'elle vise à résoudre, qui est ennuyé par le problème, qui va bénéficier de la résolution du problème. Et donc ça renvoie alors à cette question qui était au cœur de nos débats hier. C'est dans ces formes de résistance, et oui, on peut les penser en termes de clinique, c'est-à-dire en étant proche des préoccupations des personnes, et ne pas rien qu'être proche de leurs préoccupations, mais en fait de mettre notre expertise au service de leurs projets, de leurs demandes de transformation du réel, de leur milieu de vie, de leur milieu d'action. Mais en même temps, quand on ramène ça dans des colloques, peut-être qu'on doit questionner aussi les catégories sémantiques à travers lesquelles on les donne à voir, on les donne à penser. On n'échappera jamais au pouvoir des mots, mais on sait depuis Foucault que ce sont de puissants organisateurs d'une pensée sociale, et donc c'est aussi de puissants organisateurs de la manière dont le pouvoir peut se reproduire, proliférer, prendre racine dans différents interstices. Alors, en créant de la professionnalisation de la bouche des chercheurs, on a produit pour une part de la déprofessionnalisation, voire de l'aliénation dans le travail enseignant au quotidien. Et donc, en fait, que produirons-nous en investissant le discours sur la collaboration si, réflexivement parlant, on n'exerce pas une critique sur celui-ci? Voilà. Je vous remercie.